عمروا الكيروزان. ايوه. عمروا الكيروزان. Donc ils ont donné, la tour de contrôle a donné le feu vert et l'avion a décollé. اوكي. قبل ان نمشيو واش صرا في السماء لانه مادام فوز افي ديكولي السماء قدنا نشوفوا السماء قدنا دوك نشوفوا في الارض كلها فايقين في السماء قدنا. ايا تري بيان. لكن احكي لي داخل سيتي كوا لو سونتيمون. Bon, vous aviez en face de vous un commandant. Un commando, pardon. Il y avait un commando. Il y avait un groupe de 4 personnes terroristes qui vous ont dit qu'ils étaient du GIA, etc., etc., etc. Le FIDA du GIA. Le FIDA. Préciser que c'était le FIDA. Le FIDA. Le FIDA. Il a dit GIA au départ et puis il a dit le FIDA. الفيدا. الفيدا اللي كانت عندهم علاقة بأنور هدام وإلى آخره اللي كانوا هما اللي مارسوا القتل على المثقفين وكثير إلى آخره. ما عليناش. أوكي. Le sentiment des passagers que vous étiez. Par rapport à l'extérieur. واش النظام واش البلاد واش كانت يدير؟ واش النظام واش الامن واش العسكر واش الناس اللي مشرفه على المشكله هذه واش كان يدير؟ C'était quoi la discussion entre vous à l'intérieur par rapport aux gens de l'extérieur? C'est-à-dire par rapport au pouvoir, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que le pouvoir peut vous libérer? Pas, il ne peut pas. Est-ce que c'était quoi? Est-ce qu'il y a eu des réactions de ce genre ou pas? Rien. ما على بالكمش واش صار يخلص بابا. Les gens géraient à la minute, à la seconde, qu'est-ce qui va se passer. Rien. Pour revenir à l'intérieur, parmi les gens qui étaient connus de l'époque, c'est-à-dire qui étaient connus et reconnus par le groupe terroriste, c'est-à-dire par le commando. À un moment, toi, par exemple, tu t'es pas posé la question, Gaël, peut-être qu'ils vont exécuter Farhat Mehdi, par exemple. Est-ce que, d'après toi, il s'est même pas inquiété? Ça m'est même pas venu à l'esprit. Ça m'est pas venu à l'esprit. D'abord, je t'ai dit parce que je ne savais pas qu'il était là-bas. Je l'ai vu quand j'ai vu. J'ai vu. Lorsqu'il d'abord il l'avait emmené pour pouvoir parler à la tour de contrôle. On ne le voyait pas. Bien sûr, bien sûr. Mais vous saviez qu'il s'agissait de lui? Non. Ah bon? On ne pouvait pas le savoir. Non, absolument. Absolument. C'est après, je t'ai dit, c'est à l'aéroport de Marseille. De Marseille, on arrivera plus tard. C'est à l'aéroport de Marseille que je l'ai vu et que j'ai vu le colonel Aouchiche. Ah. On ne savait pas qu'ils étaient là-bas. Les gens probablement de la première le savaient. Non, on le savait. D'accord. Donc, décollage. Décollage. En plein ciel. Plein ciel, les gens dormaient parce que c'était un voyage de nuit. D'accord. De nuit, et après 2 jours de... Et après 2 jours, donc décollage, on arrive à l'aéroport de Marseille. في الليل ما صار والو في الطائرة في الليل. في الليل والو. ولا واحد تحرك ولا واحد يجي. Rien, absolument. D'autant plus que la distance n'était pas trop... Non, il y avait 1 heure. 1 heure, 1 heure et quart. 1 heure d'avion, même pas. D'accord. Quand on est arrivé... Est-ce que l'orientation c'était eux? Galatour Marseille. Comment ils ont dit, on va à Paris. Le capitaine leur a dit, écoutez, le commandant de bord leur a dit, on n'a pas suffisamment de kérosène pour aller à Paris. Parce que, je pense qu'il a dû leur montrer des trucs, il leur a dit, voilà ce que j'ai reçu. Ce que j'ai reçu comme kérosène, il ne peut pas d'aller à Paris, mais aller à Marseille. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je ne peux pas l'affirmer. D'accord. Toujours été que nous sommes posés à Marseille. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils ont choisi Marseille, ils n'ont pas choisi par exemple Alicante ou un autre pays proche, quelque part. Parce que ce que nous ne savions pas à l'époque et que nous apprendrons plus tard, c'est qu'il y avait une crise algéro-française. Très grave. Ça, on va discuter ça dans la lecture. Dans la lecture. On va faire la lecture de cet événement qui était majeur. Oui, bien sûr. Donc, quand on arrive, une chose est étonnante. L'avion arrive au moment, il se pose au moment où mon horloge biologique personnelle se déclenche. C'est ce moment que je me réveille là. Ah d'accord. Il était quelle heure à peu près? Il devait être 3h30 du matin. 3h30 du matin. À peu près 3h30. Donc toi tu t'es réveillé comme d'habitude? Moi je me suis assoupi quand l'avion a décollé.
quand l'avion est descendu, c'était l'heure à laquelle je me réveille d'habitude, tous les jours. Donc, au moment où l'avion a touché le sol, j'étais réveillé. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'on a parcouru une longue distance. Je me suis dit, c'est assez curieux. À l'intérieur de l'aéroport? Oui, à l'intérieur de l'aéroport, on a parcouru une longue distance. Sur la piste. Je connais suffisamment l'aéroport de Marseille, je l'ai fréquenté plusieurs fois, j'ai pris l'avion. Et cette fois-ci, ça m'a paru, la distance était trop longue. Et en fait, je ne m'étais pas trompé, parce qu'on nous avait mis en bout de piste, pratiquement sur la piste qui donne sur la mer. Pour isoler l'avion? Isoler totalement l'avion, l'éloigner le plus possible. Dans le cas où il y aurait... une conflagration ou une intervention, etc. Bon. Je suis resté réveillé. Je suis resté réveillé, et dans ces situations, on a souvent une impression un peu d'être sur le qui-vive. C'est ça. Il m'a semblé vers 4 heures du matin à peu près, 4 heures, 4 heures et quart, il m'a semblé entendre un bruit au niveau des soutes à bagages. Il m'a semblé entendre. Je n'ai rien vu. Tout était noir. On ne voyait rien. Toutes les lumières aux alentours ont été éteintes. Bon, on est resté. Le matin, donc le commandant de bord demande au commando l'autorisation de faire nettoyer l'avion et de fournir un petit déjeuner aux gens. Bon, au début, ils ont rechigné. Puis les gens ont commencé à protester en disant, écoutez... C'est-à-dire, au moment de l'atterrissage, l'avion était au sol. Au sol. Pas de contact. Jusqu'à maintenant, il y a... Tout le monde dormait. Il n'y a ni contact d'extérieur, ni personne qui vous a... C'était le noir. Rien. C'était le noir absolu. C'était le noir absolu. Et on n'entendait rien. Jusqu'au matin, je t'ai dit, au lever du soleil, il devait être 7 heures. Parce que c'est l'hiver, c'est l'hiver. 7 heures ou 7h30. À ce moment-là, quand les gens commençaient à se réveiller, les gens commençaient à dire, écoutez, il faut manger quelque chose. Oh voilà des otages qui revendiquent des petits déjeuners. Ah mais écoute, mais c'est normal. Il était longtemps. Au moins le ventre. اسمع لا تدخلوا الجنة وبطونكم جائعة وأنتم جوعى يعني. Exactement. Alors, il y a eu comme une sorte de pression sur le commando et ils ont fini par donner l'accord pour qu'il y ait un service de l'extérieur qui apporte donc de la nourriture. Effectivement, nous avons apporté de la nourriture et que de la nourriture, c'est-à-dire de quoi boire un lait, prendre un café, un petit morceau de pain ou de... Ça, ils l'ont fourni, ils ont laissé. Ils ont laissé, et ensuite, vers 10 heures à peu près, ils ont demandé le kérosène. Ils ont demandé le plein. Ils ont dit, puisqu'il n'y a pas de kérosène, il faut mettre du kérosène dans l'avion pour que l'avion redécolle. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Le commandant de bord, alors je vais contacter la tour de contrôle, il contacte la tour de contrôle et il ouvre le micro. Le commandant de bord? Il ouvre le micro quand il discute avec la tour de contrôle pour qu'ils entendent et que nous entendions. D'accord. Alors la tour de contrôle lui dit, oui, bien sûr, reçu 5 sur 5, vos informations et vos demandes, mais impossible d'accéder à la demande. Parce que aucun ouvrier de la livraison de kérosène n'ose s'approcher de l'avion. Ils ont peur. Ils ont peur, d'une part, et deuxièmement, les syndicats ne veulent pas que les ouvriers s'exposent. Ah bah. C'était pensé. Ils y avaient réfléchi. Bien sûr. Donc c'est pas simplement les ouvriers, mais même si les ouvriers acceptaient parce qu'on peut faire pression sur eux, le syndicat est une personne morale, et pas une personne physique. D'accord, ok. D'accord. Donc les syndicats sont refusent catégoriquement opposés à ce qu'un camion de livraison de fioul ou de kérosène s'approche de l'appareil.
On était véritablement coincés. Amsterdam. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors on attend, et à un moment donné, je ne sais pas comment ils ont eu une idée où le commandant de bord a joué un rôle probablement très très important aussi. Il a dû leur dire, écoutez, vous savez, il y a la presse qui parle de vous. Partout. Partout. Vous êtes à la une des journaux. Des télés, des radios. Des télés, des journaux, il leur a fait entendre des trucs. Et à ce moment-là, c'est eux qui formulent une revendication. Le commando. Ils disent, nous exigeons la venue dans le cockpit, dans l'appareil de CNN. On veut CNN. Ah bon? Une intervention directe sur CNN. Sur CNN. Quand même, moi je transmets. Tout ça à micro ouvert. Ça, on l'a entendu. CNN, et le bruit a couru à ce moment-là que, bon, il allait y avoir une montée de journalistes et pour pouvoir interviewer pour pouvoir interviewer, et à ce moment-là, le commandant s'est mis de la partie en disant aux gens, vous savez ce que vous avez à dire, c'est un combat, l'islam, nous sommes des musulmans, il faut faire comprendre par le canal de CNN. À l'époque, il n'y avait pas de Jazeera, il n'y avait que CNN. Bien sûr, Jazeera est né en 96. CNN était la plus écoutée à l'époque, et en plus... c'est normal, c'est l'influence, c'est les États-Unis. Donc, ils ont commencé à dire, il faut vous arranger, il faut نروحكم. شوف نعم روح تحسن عدلي شعرك. هذا الكوماندو. C'est pas الكوماندو. ايش تدير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله بصراحة. C'est-à-dire maintenant c'est l'image. C'est l'image. C'est l'image. Donc, et ensuite le commandant leur a dit, écoutez, ce serait une mauvaise image pour les Algériens que de faire monter une équipe de télévision dans un appareil qui est dégueulasse. Il y avait des papiers partout, bien sûr, évidemment. Il était sale. L'appareil était devenu sale. Et l'homme, il faut nettoyer. Il faut nettoyer l'appareil. Ça, c'est le commandant de bord qui a... le commandant de l'appareil. Le commandant. Et donc, vous demandez pardon, le commandant? Le commandant de bord a demandé l'autorisation de faire monter une équipe de nettoyeurs pour que l'appareil soit présentable. Donc vous ne pouvez pas demander à vos compatriotes d'être bien et de surveiller, parce que tout ça c'est coûte. Hein. Et on monte dans la saleté, etc. C'est une mauvaise image de marque, ça veut dire que vous n'avez pas de souci de la propreté, du bien-être, etc. Ça c'est le commandant de bord qui... Et ils ont marché là-dedans. Ils ont marché, ils ont donné l'autorisation, et c'est à ce moment-là que 2 appareils de nettoyage sont entrés dans l'appareil. Et on pense qu'ils étaient truffés de micros. C'est ça. C'est certain. Donc il y a des agents pour nettoyer. Des agents qui sont entrés pour nettoyer. Ils étaient nombreux, combien? 2 agents. 2 agents avec 2 gros appareils de nettoyer, des aspirateurs. Ils sont venus. Attention, excusez-moi. Exactement. Et l'un apparaît, l'un qui approche de mon épouse, comme elle a toujours... voilà, il pensait que c'était une Française. Elle pensait que c'était une Française. Et elle a voulu écarter ses jambes pour qu'il ne vous donnez pas la peine. Ne vous donnez pas la peine. C'est-à-dire que c'est une mise en scène. Mustafa. Ne vous donnez pas la peine, madame. Ne vous donnez pas la peine. Il a continué son chemin. Ça veut dire que ça n'est pas un agent de nettoyage, ça doit être quelqu'un de... On ne sait pas. Ok. Moi, je ne vais pas supputer là-dessus. Donc, là, on s'est dit, il doit y avoir un anguille sur roche. Il doit y avoir un anguille sur roche, il n'y a rien de problème. Bon, Kadma, ils nous ont apporté à manger à midi, proprement, débarrassé, situation très calme, etc. Et l'après-midi, au moment de la tombée du soleil, donc quand le jour tombe,
commando demande au commandant de bord de rapprocher l'avion de la tour de contrôle. Ah. Il lui ordonne de rapprocher l'avion de la tour de contrôle. Parce que CNN n'est pas venu. Aïe, wallah. Et ils disent, bon, on va vers la tour de contrôle, on va leur montrer un peu qui nous sommes, et s'ils n'entendent pas raison, ben on fait sauter l'appareil. Et comme l'appareil était loin, donc c'était pas Oui, utile que de le faire sauter, sauter à distance. Ben, Enfin, loin de la tour de contrôle de l'aéroport. Il faut le plus possible de pour qu'il y ait beaucoup plus de dégâts. Pour qu'il y ait plus de dégâts. Le commandant de bord s'est exécuté, il n'a pas le choix. Donc, il avait le pistolet dans le dos, dans la nuque. Il rapproche l'appareil, il le met en ligne donc, sur la tour de contrôle, il le rapproche le plus possible. Et à ce moment-là, le hublot s'ouvre et il commence à tirer sur la tour de contrôle. Il y a un échange de tirs. Il y a des tirs de mitrailleurs. D'abord depuis l'appareil. Depuis l'appareil. Il n'y a pas eu de tir de l'autre côté. Mm-hmm. Non, non, il n'y a pas eu de tir de l'autre côté. Et il y a eu un feu assez nourri, tiré donc de l'appareil vers la tour de contrôle. Et ce que j'ai pu remarquer, quand il y a eu des coups de feu, je crois qu'ils étaient deux à tirer sur la tour de contrôle,